Bonjour, vous êtes donc maintenant omniscient en relativité générale et nous allons bien sûr utiliser ce qui fut exposé de façon à réinterroger la question qui était à ce stade la nôtre: s'approche-t-on de la vérité? Ou peut-être, pour le dire plus précisément, se rapproche-t-on en vérité de la vérité? Je crois qu'il est d'abord important de dénoncer un argument aberrant mais banal que j'ai entendu maintes fois chez ceux qui considèrent que la science a évidemment un lien privilégié, fondamental, indéfectible et supérieur avec le réel en tant que tel. En le résumant, cet argument reviendrait à peu près à dire: mais vous voyez bien que toutes les productions artistiques de l'humanité, toutes les productions poétiques, philosophiques de l'humanité, s'éteindront avec elles, tandis que les planètes continueront de tourner. Littéralement parlant, je crois que cette assertion est vraie, mais son interprétation est fausse. On ne peut pas en déduire que la science est par conséquent plus fondamentalement aux prises avec le réel que les autres champs intellectuels, parce que les planètes n'appartiennent pas en droit à la science. Il ne faut pas confondre la science elle-même avec les objets sur lesquels prédique la science. Vous pouvez avoir une vision scientifique sur, je ne sais pas moi, le corps malade de votre père, pour prendre un exemple grave dans cette crise grave, mais le corps malade de votre père n'appartient pas en droit à la science, évidemment. Bien. Alors, la relativité générale que nous avons évoquée va nous aider à comprendre la manière dont s'effectuent les révolutions sans que ces dernières ne constituent nécessairement un rapprochement d'une éventuelle vérité scientifique. J'en profite pour un deuxième point, en quelque sorte, sur un grand épistémologue qu'il est impossible de ne pas convoquer, Thomas Kuhn, K-U-H-N. Donc Thomas Kuhn est né au début du XXe siècle, il est mort à la fin du XXe siècle, comme la plupart de ceux auxquels je réfère dans ce cours. Il est un des grands philosophes des sciences américains qui a développé une vision fondamentalement discontinue, et c'est cela qui est fondamental, de l'histoire de la connaissance scientifique. Kuhn mobilise l'histoire des sciences afin d'expliquer la dynamique des sciences non plus d'un point de vue uniquement cognitif, mais également en tenant compte d'un environnement et d'un agencement de facteurs sociétaux. Dans son grand livre, sans doute, La structure des révolutions scientifiques, paru en 1962, il va fonder une approche qui met en exergue la thèse suivant laquelle l'évolution se fait par rupture et non plus seulement par accumulation. Je dirais que naïvement, la vision précounienne supposait un amoncellement de savoir. Alors, bien sûr, d'un certain point de vue, c'est vrai, les mesures qui ont été faites et qui ont été bien faites sont à disposition de l'humanité et fonctionnent cumulativement. Je n'ai pas besoin de refaire une... Pardon, ce n'est probablement pas le Covid-19, je suis assez enroué. Je n'ai pas besoin de refaire une mesure qui fut bien faite. Bien. Mais du point de vue de la connaissance, pas simplement du catalogue d'objets, du point de vue de la compréhension des phénomènes, ce que pointe Kuhn, c'est qu'il serait ici inadéquat d'y voir une simple évolution cumulative, alors même qu'il s'agit en réalité de ruptures épistémiques qui sont souvent incommensurables les unes aux autres. Kuhn va nier l'existence d'un point de vue tout à fait objectif
ou neutre, précisément au nom de cette incommensurabilité des paradigmes. Donc les paradigmes, si vous voulez, ce sont en quelque sorte les systèmes du monde qui s'élaborent ou s'échafaudent par un ensemble de constructions théoriques cohérentes et interconnectées. Un changement de paradigme, c'est un peu plus que changer les détails d'un modèle sur telle ou telle entité physique. C'est, dirais-je, véritablement refonder une image du monde. C'est donc un phénomène qui est assez rare à l'échelle de l'humanité. Pour Kuhn, l'évolution de la science peut être modélisée par une boucle. Donc vous avez d'abord des périodes de science normale, où les choses fonctionnent sans anicroche. Bien. Ensuite, cette accumulation, dirais-je, de succès va permettre l'adoption d'un paradigme. Ça, c'est la deuxième étape. En quelque sorte, à la quasi-unanimité des praticiens ou des acteurs compétents de l'ensemble des champs disciplinaires interconnectés par la vision paradigmatique qui se crée, s'invente ou se forme dans cette dynamique. Troisième étape, apparition d'anomalies. Il y a des petits problèmes. Donc ce n'est pas encore très bien ce qu'on va en faire. Ils vont peut-être être résolus doucement les uns après les autres. Mais il y a des petits problèmes. Quatrième étape, crise. Voilà. Les problèmes s'amoncellent, ils deviennent nombreux, ils deviennent importants, ils ne peuvent plus être résolus de façon indépendante les unes des autres. Et donc, dernière étape, changement de paradigme. Et on revient à une période de sciences normales, etc., etc., etc. D'accord ? Donc voilà un peu la vision cyclique de l'histoire des sciences que Kuhn applique, et avec un certain succès, à l'essentiel des grandes révolutions qui ont nervuré notre histoire. Alors, il va défendre contre Karl Popper, l'autre géant, bien sûr, de l'épistémologie du XXe siècle. J'en parle peu de Popper parce que je considère qu'il est connu. Je crois qu'en terminale, vous avez maintes fois référé à Popper. Il va donc défendre contre Popper l'idée que les théories scientifiques ne sont pas remplacées quand elles sont réfutées, mais quand une meilleure proposition est effectivement échafaudée. Ce que je vous expliquais dans l'un des cours précédents à propos des faiblesses de la théorie de Newton. Cette dernière ne fut effectivement abandonnée en tant que théorie ultime, en quelque sorte, que lorsque la relativité générale fut élaborée, et non pas quand un certain nombre de difficultés furent effectivement découvertes. Alors, Kuhn considère qu'il n'est pas rare que plusieurs écoles coexistent pour une même discipline scientifique, éventuellement dans des relations d'opposition et d'ignorance réciproque relative, qui vont pourtant, in fine, permettre de s'enrichir mutuellement. Alors, bien sûr, on lui a reproché cette forme de relativisme. Mais ce n'est pas du tout un relativisme nihiliste, c'est plutôt un relativisme constatif de la manière dont, effectivement, toutes les solutions sont souvent envisagées. Et Kuhn ne dit à aucun moment « tout se vaut », « tout est bon », « tout est au même niveau ». En revanche, il va effectivement montrer qu'il serait délicat de comparer des paradigmes différents et donc de conclure à un progrès non équivoque de l'histoire des idées. Donc, je vais prendre un exemple qui n'est pas celui de Kuhn. Pensez par exemple à la cosmogonie égyptienne. Vous savez qu'elle est articulée autour du magnifique concept de Maat, qui est, à mon sens d'ailleurs, encore beaucoup plus subtil, puissant et gracieux que le logos grec. Mais le Maat, qui est une structure très verticale, naturellement, a vocation non seulement à décrire l'univers, mais aussi bien sûr à organiser le corps social.
Comment voulez-vous comparer ça avec la cosmologie d'Einstein? Il est tout à fait évident que pour prédire la position des étoiles, Einstein fonctionne mieux que la vision égyptienne. Mais quelle est la portée de la cosmologie d'Einstein en termes politiques? Elle est essentiellement nulle, parce qu'il ne l'a pas cherchée naturellement. Donc, alors que c'était tout à fait fondamental pour la cosmogonie égyptienne, c'était même le cœur de l'enjeu. Donc, vous voyez que c'est extrêmement difficile de hiérarchiser des paradigmes, ne serait-ce que parce que leurs attentes sont très souvent, si ce n'est antagonistes, au moins radicalement disjointes. Alors, venons-en au fait. Je crois qu'il est extrêmement compliqué de parler de progrès en sciences. Alors, soyons aussi clairs que possible sur cette question qui est essentielle. Il est tout à fait évident que les prédictions s'améliorent. Si vous avez des points de mesure, 1, 2, 3 points de mesure, puis vous avez une théorie ici au 19e siècle, qui n'est pas très très bonne, la théorie du 20e siècle est là, et celle du 21e siècle est encore plus proche. Il est tout à fait clair que nos théories, au fur et à mesure que le temps passe, dans leur capacité à prédire et à prévoir des expériences, s'améliorent. Les courbes théoriques se rapproche des points de mesure. Et ça, je dirais que c'est structurel à la manière dont se déploie l'évolution des idées. Pour la simple et bonne raison qu'une théorie qui prédirait moins bien les choses ne serait de toute façon jamais adoptée. Donc une nouvelle théorie n'entrera en vigueur que précisément quand elle permettra de faire des prédictions qui se rapprocheront des mesures. Donc, par construction de l'évolution et de l'adoption de nouveaux modèles, on ne peut que s'améliorer. Donc, de ce point de vue-là, qui est un point de vue que je dirais technique, qui est un point de vue heuristique, alors il est vrai qu'il y a un progrès scientifique et il me semble impossible de le remettre en cause. Mais, et j'en reste au niveau scientifique, parce qu'on pourrait évidemment longuement discuter, et il faudrait longuement discuter, des aspects éthiques, par exemple, et politiques, parce que ces progrès scientifiques peuvent être des catastrophes en termes humains. Mais je fais exprès de ne pas parler de cela ici. J'en reste à la dimension purement scientifique, indépendamment des conséquences, qui sont évidemment une question sociétale fondamentale. Donc, restons-en à la question scientifique. Mais, même au sein de la pensée scientifique, je ne crois pas que l'on puisse parler de progrès ontologique. Précisément pour la raison qu'évoque Kuhn, celle que montre aussi dans d'autres écrits d'ailleurs Cornelius Castoriadis, parce que l'adoption d'un nouveau paradigme est incommensurable au précédent. Autrement dit, vous ne faites pas une petite amélioration, vous réécrivez la grammaire du réel. Regardez, Newton dit il y a une force de la Terre sur la Lune qui est égale à la constante de gravitation fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune divisée par la distance Terre-Lune au carré. Si Einstein disait non, 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 il y a cette force-là plus un petit terme correctif, alors oui, on pourrait peut-être dire qu'on se rapproche de la vérité, puisqu'on rajouterait des petits termes comme ça qui corrigent et qui feraient que nous serions de plus en plus proches de cette vérité avec un V majuscule. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Einstein ne fait pas ça. Comme je vous l'ai expliqué au cours précédent, Einstein efface tout et dit non, 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 non. Ce n'est pas que la force gravitationnelle est un peu différente de ce que disait Newton. C'est qu'il n'y a pas de force gravitationnelle. Elle est nulle. Elle n'existe pas. Dans la vision einsteinienne, il n'y a plus de force gravitationnelle du tout. La Terre tourne autour du Soleil, non pas parce qu'elle est attirée par la force gravitationnelle du Soleil, mais parce qu'elle avance en ligne aussi droite que possible dans l'espace incurvé par la présence de la masse solaire. Ça n'a rien à voir. Donc, quand vous passez de la physique de Newton à la physique d'Einstein, vous n'êtes pas dans la correction, vous êtes dans la révolution.
Alors le terme d'ailleurs révolution est peut-être assez mal choisi, puisque vous le savez, il vient lui-même du mouvement circulaire des planètes qui reviennent précisément au même endroit. Mais enfin, au sens commun du terme révolution, c'est-à-dire au sens de la rupture, c'est bien ici ce dont il s'agit. Comment pourrait-on donc se rapprocher de la vérité, puisque chaque nouveau paradigme est, pourrait-on dire, infiniment loin du précédent? Chaque pas d'un paradigme à l'autre est un pas de taille infinie. Nous allons vers l'incommensurable. Comment pourrait-on donc se rapprocher? Pour se rapprocher de quelque chose, il faut un point d'arrivée et une mesure des distances. Vous êtes à une distance d'1 mètre, un demi-mètre, 10 centimètres, 1 millimètre. Là, vous pouvez dire que vous vous rapprochez. Vous avez une métrique. Mais comment pourrait-on se rapprocher alors même qu'entre la théorie de Newton et la théorie d'Einstein, il n'y a aucune distance? Il y a une distance infinie. Et bien évidemment, la théorie qui remplacera un jour la théorie d'Einstein, on ne sait pas encore ce que ce sera, la théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle, la géométrodynamique quantique, je ne sais pas moi. Cette nouvelle théorie, qui n'est pas encore aujourd'hui avérée, sera infiniment loin de celle d'Einstein, parce qu'elle ne dira pas, ça ne se passe pas exactement comme ça, elle dira vraisemblablement, le champ d'espace-temps n'existe pas. Il doit être remplacé par ceci ou cela que nous ne connaissons pas encore. Ça s'est toujours passé de cette manière. C'est également vrai avec la mécanique quantique. La grande révolution, l'autre grande révolution du début du XXe siècle, où dans les pas de Planck, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, De Broglie, inventent cette nouvelle vision du monde qui est fondamentalement stochastique. Il faut renoncer au déterminisme, qui est fondamentalement non local. Tout cela est critiquable dans la manière dont je le dis, mais c'est une première approximation pour non-spécialistes. Les particules sont douées d'ubiquité, qui est fondamentalement discontinue. Certaines grandeurs fondamentales ne peuvent varier que de manière discrète. Non, il n'y a plus de trajectoire en mécanique quantique, au moins dans l'interprétation de Copenhague. Vous ne pouvez pas dire que la trajectoire est différente, il n'y a plus de trajectoire. Donc vous voyez que comment pourrait-on se rapprocher de la vérité alors même que chaque pas est infini et de distance infinie, va vers un ailleurs radical? Je ne sais pas moi, s'il y a une vérité en poésie, est-ce que Genet en est plus proche que Villon? Ça ne se mesure pas en mètres la distance entre un poème de Genet et un poème de Villon. On ne peut pas le faire. Et en plus, soyons subversifs jusqu'au bout, encore faudrait-il que cette vérité existe, que cette vérité absolue existe, que cette absoluité de l'exactitude ontologique scientifique ait même un sens. À ce stade, c'est un pari. C'est même un pari extrêmement hasardeux. Rien ne permet de croire, aujourd'hui, hors d'un acte de foi, qu'il existe une théorie ultime, parfaite, et que nous sommes cheminants vers cette dernière. Vous pouvez le croire, je ne peux pas vous démontrer que c'est faux, mais vous ne pourrez pas, c'est certain, me démontrer que c'est vrai non plus. Ça relève d'une croyance, ou d'un pari, qui est tout à fait raisonnable d'ailleurs en tant que croyance. Mais ne pensez pas que c'est la vision nécessairement attachée à la pratique scientifique. Ce n'est juste, à mon sens, pas vrai. Pour me moquer une dernière fois de ceux qui critiquent mal le relativisme. Vous savez que les scientistes détestent les relativistes, mais ils n'ont pas compris ce qu'était le relativisme. Vous savez, c'est un peu facile de créer une position qui n'existe pas et de la moquer. Bon, on peut le faire, mais ce n'est pas très intéressant parce que personne ne défendait la posture en question. Bon, par exemple, je ne devrais pas citer de nom, mais je ne vais pas dire le nom de l'auteur, vous le trouverez si ça vous intéresse, il écrit un livre qui s'appelle « La peur du savoir » et qui essaye de critiquer le relativisme au nom que le relativisme serait une peur du savoir. Et beaucoup de gens se sont étonnés de ce que les relativistes ne réagissent pas. Mais c'est pour une raison très simple. C'est parce que personne ne s'est cru touché par ce livre. En gros, bien sûr, je caricature, une pensée qui est fine par ailleurs, mais le livre expliquait qu'une posture qui consisterait à dire « tout se vaut » ne serait pas tenable. Ah mais ça, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Dire « tout se vaut » n'est pas tenable. Mais personne ne dit « tout se vaut ».
Il n'y a aucun relativiste cohérent et consistant, aucun philosophe étiqueté comme relativiste que vous alliez, je ne sais pas, d'Héraclite à Nietzsche, en passant par Protagoras et Rorty, en passant par Derrida et Foucault. La plupart d'ailleurs ne revendiquent pas du tout ce terme de relativiste. Mais aucun de ceux que la tradition a potentiellement et souvent à tort étiqueté comme tel n'a dit tout ce vaut, ni quoi que ce soit qui s'en rapproche. Par conséquent, on ne peut pas reprocher, on ne peut pas s'attendre à ce qu'en déconstruisant la posture du tout se vaut, on se fâche avec les relativistes, puisque précisément, ils ne disent pas cela. Ils n'ont pas du tout peur du savoir. Au contraire, ils cherchent un méta-savoir, c'est-à-dire à interroger non pas seulement les énoncés, qui doivent évidemment l'être, tout le monde en convient, mais également les cadres de production de ces énoncés. Bon. Et donc, l'argument naïf, et que j'ai vu passer 100 fois sur les réseaux sociaux un peu scientistes, consiste à dire, bah, vous savez, les relativistes, ils pensent que tout est possible, mais n'empêche que quand on saute du 10e étage d'un immeuble, on tombe et on meurt. Donc il faut quand même mieux pas être relativiste, il faut mieux connaître la loi de Newton. Et c'est la même erreur que celle que je mentionnais tout à l'heure. On n'a pas besoin de connaître la science pour savoir qu'on tombe et qu'on meurt en sautant du 10e étage. Ça n'a rien à voir avec la science. La science, c'est la projection d'une explication par des équations différentielles sur le mouvement de chute. Ça n'a absolument rien à voir avec la chute en elle-même. Le relativisme cohérent, ce n'est pas de dire quand je vais sauter de la fenêtre, je vais m'envoler. Ça, ce sont les fous, c'est autre chose. Le relativiste cohérent, c'est de dire que peut-être il y a d'autres interprétations possibles que celle de Newton et que peut-être la loi de Newton est elle-même produite par un environnement culturel qui ne la rend pas strictement absolue. Et pour cause d'ailleurs, elle fut remplacée par celle d'Einstein. Donc, soyons fins, la science produit évidemment des énoncés fiables face au réchauffement climatique, à la chute de la biodiversité, face à l'inconséquence de certains qui n'ont pas encore compris, par exemple, que les animaux souffraient. Bon, oui, la science nous apporte des réponses fiables face à des questions bien posées. Mais on ne peut pas considérer, je crois, pour les raisons que nous avons évoquées, en tout cas je le soumets à votre sagacité et je serais ravi de lire dans vos devoirs un avis contraire au mien, qu'elle puisse, en termes ontologiques, se revendiquer d'un accès graduel à la vérité.